Il était une fois une source et un petit étang, lisse comme un miroir. Ici, il y a très longtemps, se tenait le baobab. Le baobab se tenait auprès de l'eau et dressait sa cime vers le ciel. Il voyait les autres arbres qui avaient des chevelures feuillues, de tendres écorces, des troncs élancés, tous étincelaient de couleurs. Le baobab voyait tout cela dans le miroir et il était malheureux, car ses branches et ses feuilles à lui étaient toutes petites. Son tronc était gros, son écorce terne et ridée. On aurait dit la peau d'un vieil éléphant. Aussi le baobab invoqua Dieu et se plaignit à lui. Mais Dieu avait créé le baobab et était satisfait de son œuvre. Le baobab était différent de tous les autres arbres, et Dieu aimait la diversité. Il aimait l'hippopotame, beau à ses yeux. Il aimait le cri de la hyène, agréable à ses oreilles. De même, il aimait le baobab, qui n'était pas semblable aux autres. Mais comme le baobab ne cessait ni de se regarder dans le miroir, ni d'élever vers Dieu ses plaintes, Dieu se mit en colère, descendit, saisit le baobab, le souleva et le replanta à l'envers. Ainsi l'arbre, ne se voyant plus, ne se plaignait plus. Tout était rentré dans l'ordre.
L'histoire des arbres est liée à l'origine du monde. L'origine des hommes est liée à l'histoire des arbres. Pour beaucoup de peuples de la forêt, l'arbre est notre ancêtre. Comment ne pas le croire quand des yeux d'enfant pénètrent une forêt d'arbres géants sans visage? Séquoia, arbre à la peau rouge et au nom de chef indien. Arbre géant dont la puissance engendre le mystère. 32 mètres de circonférence, 112 mètres de haut, 1400 mètres cubes, 5500 tonnes et près de 3000 ans. Il ne s'agit pas là d'arbres plus grands, mais d'arbres totalement autres, et comme venus d'ailleurs, d'un autre espace, d'un autre temps. Chaque jour, depuis 3 millions d'années, l'arbre permet à l'homme de respirer, de manger, parfois aussi de dormir, de jouer, et souvent de rêver. Mais les temps ont changé. Les villes sont sorties de terre en lieu et place des forêts. Peu à peu, une frontière a séparé puis opposé la terre des hommes et le monde des arbres. Aujourd'hui, l'arbre des villes regarde passer les gens. Mais les gens vont et viennent sans le voir, sans lui prêter attention. D'ailleurs, qui se souvient encore de son nom? L'arbre est là, silencieux, immobile. Il est devenu ordinaire, évident, aussi banal qu'un meuble urbain. Est-il seulement vivant? Mais qu'on arrache l'arbre au paysage, et le passant s'arrête, se désole. Si on apprend, avant qu'il ne soit trop tard, que l'arbre sur cette place ombragée est un micocoulier centenaire, notre regard s'en trouve changé. Ce n'est plus un inconnu que l'on croise, c'est un personnage que l'on salue. Un arbre, qu'est-ce que c'est? Il y a la définition détournée, style dictionnaire. Est un arbre l'objet dont la collection constitue une forêt? Ou bien la définition des critères, style scientifique. L'arbre satisfait à 3 principes, dimension, longévité et solidité. Mais la règle connaît trop d'exceptions. Le tarabi est petit, le peuplier meurt jeune et le baobab est mou. Reste la définition pragmatique. Si vous rentrez dans une plante en voiture et que la voiture est cassée, alors c'est un arbre. Les choses se passent avec beaucoup d'ordre dans la nomenclature botanique. Tout s'y trouve hiérarchisé et chacun connaît sa place dans la classification. Demandons son nom scientifique au hêtre chandelier.
Il répondra pour vous servir, espèce Sylvatica, genre Fagus, famille Fagaceae, ordre Phagales, sous-classe Dicotylédon, classe Angiosperma, division Spermatophyta, règne végétal. Car tout s'emboîte, du être chandelier jusqu'aux galaxies, jusqu'au cosmos tout entier. Les arbres sont des marchands d'histoire dispersés aux quatre coins du monde. Un chameau qui, dit-on, pénètre dans un jardin de dattiers peut en ressortir, harnaché de pied en cap, avec en prime le bâton qui sert à le faire avancer. Près de 3000 espèces de palmiers inaugurent à leur façon la première société de consommation. Paniers, tissus, boutons, boîtes, aiguilles, perles, noix de coco, harpons, filets, farine, cordes, nattes, hamacs, peignes, ivoire, savon, shampoing, alcool, sucre, miel, dattes, couverts, tables, chaises, brosses, matériaux de construction. De quoi bâtir un village, de quoi faire vivre une grande partie de l'humanité.
L'homme est un être de volume, mobile. L'arbre, un être de surface, immobile. Les surfaces d'échange d'un homme, tube digestif, poumons, reins, sont internes et concentrées. Les surfaces d'échange d'un arbre sont externes et gigantesques. Si on additionne toutes les surfaces d'un grand arbre, le tronc, les branches, les rameaux, les feuilles recto-verso, les racines, on obtient le chiffre moyen de 130 hectares. Comment 130 hectares pourraient-ils se déplacer? La différence entre l'arbre et l'homme est-elle la mobilité? L'arbre semble fixe, parce qu'il vit dans un temps différent du nôtre. Mais que l'homme se mette à vivre plus lentement, et il verra les arbres marcher. Le palétuvier est un de ceux-là, un arbre qui avance, un arbre qui refuse le destin de tous les arbres du monde, naître, vivre et mourir à la même place. Le palétuvier est un arbre mobile, lent funambule perché sur son fil d'eau. Ses branches au gré du vent et ses racines échasses participent au flux de son inconstance. Son port léger, aérien, sa prédilection pour l'eau, le prédestinait-il à refuser sa condition sédentaire ? Le palétuvier donne le mouvement à sa chair, car, pareil au voyageur impénitent, il ne peut rester en place.
Son tronc meurt d'un côté et croît de l'autre. Ainsi se déplace-t-il. Sa vitesse de croisière est de quelques mètres par an. Quelques mètres, c'est le bout du monde pour un arbre. Le palétuvier est un arbre voyageur qui déambule le long des rives. Sait-il seulement où il va? Vers la mer? Vers la mort? Peu importe. Son bonheur est dans le mouvement. L'homme est vivant ou mort, l'arbre, lui, vit et meurt simultanément. Il est virtuellement immortel. Dans un paysage de pierre, au sommet des montagnes blanches, se trouvent les plus vieux des plus vieux arbres vivants sur Terre. Ce sont des Pinus aristata, perdus près de la vallée de la mort. Des squelettes vivants en train de mourir depuis des millénaires. L'arbre le plus âgé, le patriarche de tous les arbres du monde, est un pin de 5000 ans, à moitié mort et à moitié immortel. Il s'appelle Mathusalem. Comment imaginer que ce vieux pin de haute montagne, au tronc irrégulier et décharné, à l'écorce sèche et ridée, soit encore vert par certains bouts et concentre dans ses anneaux toute la mémoire du monde. Mathusalem est greffier de l'histoire depuis près de 50 siècles. Il consigne les événements sans discernement. Incendie, inondation, sécheresse, éruption volcanique. Le plus vieil arbre du monde paraît tourmenté, torturé, marqué par le passage du temps.
Mais il meurt si lentement, et depuis si longtemps, qu'il peut encore vivre une éternité. Un jour, un oiseau pose la graine d'un figuier sur la fourche d'un arbre, l'air de rien. Paradoxe de l'évolution, l'oiseau ignore totalement ce qu'une plante, censée être dépourvue d'intelligence, vient de lui faire faire. Trop tard. La semence du figuier prend son élan. C'est l'engrenage d'un crime parfait. L'arbre étrangleur a tout son temps. Il descend ses racines en forme de liane et enserre lentement le tronc de sa victime. Les racines de l'étrangleur s'épaississent, se ramifient et se soudent entre elles, jusqu'à ce que mort s'ensuive. Le visage du figuier étrangleur apparaît au grand jour. Son énorme tronc racine porte en creux le fantôme de sa victime. Certains arbres s'associent et, pour leur défense commune, concluent des alliances. Ce Koudou vient d'en faire l'expérience.
L'acacia est un arbre comestible si on le consomme avec modération. Mais lorsque le koudou ou la girafe en abuse, l'acacia devient toxique et communique rapidement la présence du danger à ses congénères. Il émet un gaz, l'éthylène, qui se propage dans la savane à la vitesse du vent. Alerte maximum. Les acacias voisins captent le message, prennent conscience du danger et se transforment sans plus attendre en acacias toxiques. Toutes les girafes se retrouvent cernées par des feuilles au goût de poison. Alors, pour éviter l'intoxication, elles marchent dans le sens contraire du vent et attendent la fin de la communication. Après quelques jours sans prélèvement, l'acacia redevient à nouveau comestible. Voilà pourquoi, depuis que les arbres communiquent entre eux, les prédateurs vont d'une cime à l'autre et passent leur temps à se déplacer. Dans une forêt tempérée se déroule un sabbat de petits êtres tortillards. Fête, danse, folie. C'est la ronde des faux de Verzy, arbre atteint d'anomalies depuis des milliers d'années. Un sort viral leur a fait perdre le nord. Les rameaux se dirigent vers le sol, tandis que les racines tentent d'y échapper. Le hêtre tortillard a le port d'ivarité. Il est à l'arbre ce que le fou est à l'homme. L'arbre d'Ivariké prône l'anarchie dans ses formes. Torsion, zigzag, distorsion, boursouflure, soudure, renflement, courbure, chahut, dispersion, égarement, divagation. Forme de folie ou folie de forme. Chaque arbre est unique et leur inventaire est sans fin. L'arbre banyan est le multiple de l'un. Il fait fi de la verticalité, propre aux gens de son monde. Il s'accroît à l'horizontale. Les branches centrales produisent des racines aériennes. Les racines aériennes deviennent des piliers
et les piliers permettent aux branches d'avancer. Le tout est une forêt de racines porteuses, issues d'un seul et même tronc. L'arbre banyan ne cache pas la forêt, il est la forêt. Mais la forêt, peuplée d'esprit, cache aussi des sujets plus discrets. On y rencontre des arbres timides, dont les cimes s'approchent sans se toucher, dessinant sur le ciel une mosaïque fragile, un labyrinthe de timidité. Tant que l'arbre boit, absorbe, digère, respire, transpire et grandit, rien de bien troublant. Mais comment réagir devant un arbre timide qui a conscience de lui, de ce qui l'entoure, devant un arbre mobile, un arbre qui étrangle, un arbre qui communique, un arbre fou, un arbre dont le mystère dépasse celui de l'espace et du temps. Arbre cosmique, arbre de la connaissance, arbre de vie, arbre des ancêtres, ou arbre protecteur guérisseur, sur lequel on cloue tant de signes d'espoir que son tronc finit par disparaître. Les arbres transcendent les bornes ordinaires de l'espace et du temps. L'homme se le rappelle-t-il encore lorsqu'il plante des cyprès, des mélèzes, des ifs ou des palmiers pour veiller sur ses morts? Les arbres sont les gardiens de la porte entre l'ici-bas et l'au-delà. Ils empêchent les vivants de pénétrer dans leur royaume des morts et les défunts de venir troubler notre sommeil. Seul le vent, l'homme ou le feu font mourir les arbres. La mort des arbres nous émeut, pour des raisons qui échappent à notre entendement. Elle nous rappelle la perte d'un monde, où l'homme et l'arbre ne faisaient qu'un, où nature et culture désignaient la même chose. Un pays sans frontières, peuplé de mythes, de rites et de croyances.